Et salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo Mercato. Mais pas que, parce qu'on va parler aussi un petit peu très rapidement, évidemment, du match d'hier soir, la victoire de l'Olympique de Marseille au match amical pour la Air Cup, victoire 2-0. On va revenir très rapidement sur ce match-là, et puis on parlera évidemment des actus Mercato, et on va tout de suite commencer par le match d'hier. Victoire donc 2-0 de l'Olympique de Marseille, des pénaltys signés Mason Greenwood et Amin Gouiri. Voilà, bon, on reviendra un peu plus en détail demain soir sur le match, sans forcément rentrer trop non plus dans l'analyse, mais simplement pour dire que voilà, ça a été un match, je trouve, assez bien construit. Une domination de l'OM, on va dire, assez globale. Hein. Il n'y a pas eu forcément trop de problèmes. Deux buts qui arrivent sur deux pénaltys, mais qui arrivent aussi sur... ce qu'il faut retenir, ce sont deux actions qui sont intéressantes, qui peuvent amener à un but. Surtout, je trouve le deuxième penalty et l'enchaînement de la combinaison entre Amin Harit et Amin Gouiri. Donc c'était plutôt propre. Et après, j'ai trouvé que globalement, le comportement des joueurs a été très très bon. Même sur le match nul contre la D2 belge, le comportement était aussi ok. Et là, on continue à avoir des joueurs qui sont concernés. Et voilà. Et on a eu un Roberto De Zerbi, voilà, qui a fait des petites déclarations après le match, en nous indiquant déjà que Roberto De Zerbi considérait qu'on avait un autre Mason cette année. Et il y a une petite interview d'après-match qu'il a donnée, où en gros, voilà, il dit donc qu'est-ce que vous avez pensé d'abord de la rencontre. Il dit que voilà, il y a encore beaucoup de travail évidemment, mais que l'attitude est excellente de tous les joueurs sans exception. La condition physique est bonne. On a couru 90 minutes. Donc voilà, après je vous laisse suivre, lire le reste de l'interview. En gros, voilà, pas de pépin, donc c'est une bonne journée. On lui parle après de Mason Greenwood. Il est au top, il s'est présenté son meilleur visage. On a un autre Mason cette année. On sent les fruits de sa première saison à l'OM. C'est vrai qu'on le voit, on l'a vu déjà dans le reportage sans jamais rien lâcher, et puis même sur les matchs. Voilà, je pense que De Zerbi a fait un focus particulier sur Mason Greenwood et ça commence à payer. Il a gagné en régularité, il a travaillé pendant les vacances. Et s'il continue comme ça, il est plus fort que les autres. Et c'est vrai que d'ailleurs, quand on voit à la rentrée, il a été assez impressionnant au niveau des tests physiques, comme ça a déjà été dit. Très impressionnant, Mason Greenwood. Donc voilà, on attend évidemment de lui de continuer comme ça. Je crois que c'est 5 buts en 3 matchs de préparation, donc c'est plutôt intéressant. Après, on lui a demandé comment se passe l'intégration des 3 recrues, Henry Gomez, Facundo Medina et CJ Egan Riley. Il dit que Facundo Medina, bon, il le connaissait déjà, il avait les certitudes. Henry Gomez, pareil. Et CJ, c'est un joueur fantastique, magnifique, c'est fou de l'avoir eu pour 0 €. C'est un joueur qui a été formé à Manchester City, on se rapproche de leur style de jeu. Il a la personnalité, du physique. Je suis vraiment content de notre première recrue. Maintenant, on a besoin d'autres recrues, des renforts qui seront très importants. Mais ce qui est très important aussi, je n'ai rien à reprocher à nos dirigeants. Le mercato, c'est difficile. C'est ce que j'expliquais aussi la dernière fois. Pour moi, Roberto De Zerbi ne met pas la pression aux dirigeants. Le moment où j'enregistre la vidéo, on est le 27 juillet. Donc, on n'a même pas fait la moitié du mercato. Alors, je sais, effectivement, il y a beaucoup d'impatience. Il y a des dossiers, on va revenir sur cette vidéo, sur des dossiers qui commencent à traîner. Et ça commence à énerver tout le monde. Mais, voilà, lui le premier, il le dit, le mercato, c'est difficile. C'est compliqué d'avoir les choix A, B. Donc on est obligé des fois de négocier. Et puis, on va sans doute être obligé de faire d'autres choix par la suite. Et après, on lui a parlé d'Aubameyang. Est-ce que vous avez appelé Aubameyang? Non, mais je lui ai écrit. Je l'attends déjà l'an passé. Il m'a eu en partant contre ma volonté. Cette année, on l'attend de pied ferme. Ce sera un bon recrutement pour nous. Et d'ailleurs, Pierre-Emerick Aubameyang qui a mis sur Instagram: la patience est la clé. Voilà.
il arrive, vous inquiétez pas, encore une fois, je l'avais indiqué il y a déjà plusieurs jours, il y a d'autres aussi l'ont déjà indiqué, il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a aucun problème, c'est juste des questions juridiques et administratives qui font que tout simplement, pour le moment, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas pu joindre l'équipe, mais ça va se faire. C'est vrai que du coup, il y a quand même un petit retard, je trouve, au niveau de la préparation, même si on a vu que Pierre-Emerick Aubameyang se préparait déjà bien de son côté. Donc, voilà, en tout cas, par rapport au match. On reviendra évidemment, comme je l'ai dit, demain soir pour la tribune libre avec Alex. Demain soir, 21h15. On reviendra sur le match, puis on reviendra évidemment en détail sur le mercato, sur ce dont on va parler aujourd'hui, et peut-être qu'il y aura des choses qui vont sortir d'ici demain soir. Et donc, on va enchaîner sur le mercato. Et la première nouvelle est plutôt surprenante. C'est Valentin Feuillette, journaliste pour Foot Mercato, qui nous dit que Paul Lirola a des touches en Italie. Pise est le club le plus avancé. Pise est un club promu cette saison. Prise de renseignements effectuée. Contrat jusqu'en 2026 à l'OM. Il me semblait même que c'était jusqu'en 2027 à vérifier. Profil aussi coaché par l'Udinese et nos amis du Genoa. Évidemment, on les embrasse. Et puis, il y a de légers intérêts en Liga, en Espagne. Donc voilà, très joli montage. On espère voir cette photo incessamment sous peu. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que du coup, le joueur est aujourd'hui estimé entre 5 et 6 millions d'euros par l'Olympique de Marseille. C'est surtout ça qui est très étonnant. Parce que je pense que pour un grand nombre de supporters, on le vend pour 2 Twix et un Mars. Non, en réalité, je pense que voilà, c'est une valeur marchande qui peut s'expliquer, même si je la trouve très 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 haute. Et c'est une estimation très, très haute. Je pense qu'à 2-3 millions, ça fera l'affaire. Mais comme je l'ai indiqué, le salaire de Lirola n'est pas un problème pour les clubs italiens. Donc pas étonnant de voir des pistes pour lui là-bas. Rappelons quand même une chose, parce qu'on a tendance à avoir une idée sur le salaire de Paul Lirola. Paul Lirola, à l'Olympique de Marseille, son salaire est estimé entre 1 million annuel et 1,5 million annuel brut. Ce qui, pour des clubs italiens, on l'a déjà indiqué, notamment pour le dossier handicap, pour des clubs italiens, ça ne représente pas énormément. En tout cas, c'est largement dans les grilles salariales des clubs italiens. Et c'est pour ça que un club comme Pise, le Genoa ou Parme sont en capacité de pouvoir proposer le même salaire, si ce n'est un peu mieux, en brut, à Paul Lirola, qui a toujours une cote en Italie, parce qu'il a fait un prêt notamment du côté de Frosinone, qui avait été un prêt pas trop mal pour lui. Il avait fait une saison complète là-bas. Donc voilà, pas vraiment surpris, si ce n'est par le prix qui est affiché. En tout cas, Paul Lirola qui a joué hier 45 minutes en remplacement de Murillo en deuxième mi-temps. Donc écoutez, on verra bien, mais je pense que pour Paul Lirola, l'histoire est finie. Avec l'Olympique de Marseille, on connaît sa situation et son amitié avec Roberto De Zerbi, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Et ça peut nous permettre peut-être de finaliser un autre dossier. Donc voilà. On va enchaîner. Alors là, avec un dossier qui énerve beaucoup, on le sait, c'est le dossier Timothy Weah. Il y a des désaccords. Voilà, la Juve demande 20 millions d'euros plus bonus. L'OM en propose 15. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. On est sur un dossier qui n'avance pas. Ça fait des jours, pour pas dire maintenant plusieurs semaines, qu'on nous dit que Timothy Weah est à un pas de l'Olympique de Marseille. Le dernier tweet en question, c'est celui de Daniel Longo qui nous dit qu'il y a une impasse voilà, entre Marseille et la Juve dans le dossier Weah. Le club, donc l'Olympique de Marseille, a proposé 15 millions d'euros, soit le même montant que celui proposé par Nottingham Forest. Mais Comoli, qui est le nouveau directeur du football de la Juve, demande désormais 20 millions d'euros. Timothy Weah est déçu et souhaite désespérément jouer au Vélodrome la saison prochaine. Les agents sont à l'œuvre. Timothy Weah qui a mis aussi une petite story Instagram
avec, hop, voilà. En gros, je suis en prison, libérez-moi. On le voit courir à côté de Jonathan David du côté de la Juve parce qu'il a repris l'entraînement. La Juve a fait sa reprise il y a pas si longtemps. Écoutez, par rapport au dossier Timothy Weah, bon voilà, moi j'en ai déjà parlé. C'est vrai que effectivement, à 15 millions d'euros, oui, c'est une bonne idée. À 20 millions d'euros, ça commence à être un peu cher. Donc, je pense qu'effectivement, il va falloir sans doute passer à autre chose. La Juve a l'air très très dur en affaires par rapport à ce dossier-là. Maintenant, la chose qui pourra rentrer en compte, bah, c'est la volonté du joueur. C'est toujours pareil. Si le joueur ne veut vraiment que l'OM et que la Juve ne va pas vouloir non plus se retrouver avec un joueur dans les bras, un joueur qui vraiment ne rentre plus du tout dans la rotation d'Igor Tudor. C'est un dossier qui peut se débloquer peut-être en fin de mercato, mais est-ce qu'on attendra la fin de mercato? Ça à voir, ça à voir. On a Amir Murillo qui est là, on a Polirola qui est toujours là. Faut voir aussi un petit peu les autres solutions qui peuvent être utilisées à ce poste-là. On sait que par exemple un CJ Ganraillet est capable aussi de jouer un petit peu sur ce poste de latéral droit et c'est un petit peu différent en phase offensive. On sait aussi qu'il y a une autre piste qui a été annoncée du côté de Foot Mercato, c'est celle amenant à Gustavo Mantuan, donc latéral droit très offensif, parce que c'est un ailier de formation, latéral droit très offensif du Zénith Saint-Pétersbourg. Pas plus d'infos concernant le montant, on a déjà parlé sur le dernier live, mais on serait, voilà, il a une valeur marchande qui n'est pas très très haute, hein, je crois qu'il est à 3,5 millions, 4 millions d'euros de souvenirs, donc peut-être on serait sur 7-8 millions d'euros. Est-ce que c'est une piste qui nous hyperait un petit peu plus et qui serait en fait une bonne solution? Pourquoi pas. J'ai commencé un petit peu à regarder certaines analyses du joueur. On voit qu'il y a des qualités, il y a des défauts, mais c'est quelqu'un qui pourrait avoir un jeu Ligue 1, on va dire. Donc à suivre. Voilà, dossier à suivre. Du côté de Gustavo Mantuan. Pas plus d'infos moi de mon côté, mais je trouve la piste, j'allais dire, elle n'est pas déconnante. Voilà, je vais le sortir comme ça au moins c'est fait. Non, c'est pas déconnant comme piste parce que ça peut être une bonne alternative. Voilà, il a un style de jeu qui pourrait, je pense, correspondre à ce qu'on recherche. Donc ça peut être plutôt intéressant. La bonne nouvelle qu'on a eue hier, c'est la confirmation du départ d'Ismaël Koné. Ismaël Koné qui va partir du côté de Sassuolo. On sent que la connexion Roberto De Zerbi, Giovanni Rossi et Sassuolo s'est mis en place. Donc Ismaël Koné qui part. C'est Fabrice Hawkins qui nous donnait l'information en prêt en prêt payant de 2,5 millions d'euros. Ça se rajoute déjà aux 1 million d'euros qu'on avait touché du côté de Rennes, hein, parce que pour prêter Ismaël Koné à Rennes l'année dernière, on avait perçu 1 million d'euros. Donc là, on est sur 2,5 millions d'euros, plus une option d'achat obligatoire à 10 millions d'euros si Sassuolo se maintient en Serie A. Donc on sera évidemment supporter de Sassuolo, on espère qu'ils vont se sauver. Et puis, il y a aussi un pourcentage à la revente en cas de future plus-value. Je crois qu'elle est entre 10 et 15% ce pourcentage. Donc, voilà, écoutez, de toute façon, l'histoire était déjà terminée pour Ismaël Koné. Il n'a pas fait la préparation avec l'équipe pro. Je suis pas surpris, voilà. Je suis pas surpris. C'est, je trouve, un bon deal. Quand on voit aujourd'hui la valeur transfert d'Ismaël Koné, elle est à 9 millions d'euros. On a vu que la saison dernière, voilà. Du côté de l'OM, seulement 8 matchs de Ligue 1 pour 360 minutes de temps de jeu. Avec Rennes, 13 matchs pour 484. Donc c'est pas forcément énormément plus. Mais 2 buts et une passe D. Bon, voilà, c'est un joueur qui n'a pas réussi à franchir le cap Ligue 1. Clairement. Donc là, il redescend d'un cran en termes de statut de club puisqu'il va du côté de Sassuolo. Je trouve en tout cas que c'est un bon deal. Voilà, je trouve que c'est un bon deal parce qu'on avait besoin déjà de dégraisser au milieu de terrain. Il prenait pas non plus une énorme place au niveau du salaire, mais simplement là c'est de l'argent frais qui rentre. Déjà le prêt
Donc ça, c'est du cash. Et ensuite, l'option d'achat, bon, écoutez, on espère qu'elle sera activée. Alors, c'est pas du cash pour le coup, l'option d'achat, hein, ça sera échelonné sur les années de contrat d'Ismaël Koné. Mais en tout cas, c'est toujours bon à prendre. On serait donc sur un transfert aux alentours des 12 millions et demi, plus pourcentage à la revente, en sachant qu'on a acheté le joueur 12 millions d'euros. Donc voilà, encore une fois, l'Olympique de Marseille retombe sur ses pattes, on va dire, financièrement au niveau de ses flops, au niveau du mercato. Et ça, c'est plutôt pas mal. Du côté... Alors là, celui-là aussi, dossier très énervant, c'est le dossier de... Je vais vous le mettre à l'écran. Hop. Ben, c'est Igor Peixao. Très énervant parce que on ne sait plus trop quoi penser. Là, je vous mets l'article notamment de Foot Mercato qui nous dit que voilà, bon, l'OM ne ménage pas ses efforts. Discussion directe avec l'agent, déjeuner avec le père du joueur à Marseille. Bon, ça on l'avait vu. L'OM est sur tous les fronts dans cette opération. Bon, ça c'est des éléments de communication de langage. Voilà. Mais c'est sans compter plusieurs obstacles. Si le joueur a déjà donné son accord pour signer à l'Olympique de Marseille, pour l'agent, c'est plus flou. S'il a répété à plusieurs reprises au board marseillais qu'il veut que son joueur évolue à Marseille, ce dernier joue un double jeu étonnant. Leeds est sur le coup. Le représentant du joueur maintient le contact avec le premier anglais. On va le voir par la suite. Que effectivement c'est le cas. Le club anglais est depuis passé à la vitesse supérieure. L'agent de Peixao reste aussi en contact avec l'AS Roma qui part depuis longtemps dans ce dossier. Mais du côté de l'OM, on a fait une offre égale à celle de Leeds. Donc voilà ce que nous disait Foot Mercato. Depuis, Matteo Moretto nous a indiqué qu'il y a un nouveau contact pour Igor Peixao du côté de Leeds. Contact confirmé par Fabrizio Romano, parce que Leeds vient de faire une nouvelle offre pour Igor Peixao, essayant de conclure un accord au plus vite. Leeds pousse avec l'intention de clore l'histoire et de parvenir à un accord complet avec Feyenoord. En gros, Leeds veut nous doubler malgré l'envie du joueur. Donc voilà, bon, alors je sens déjà venir tous les commentaires dans la vidéo, dire il faut passer à autre chose, etc. Bon, là, la seule chose dans les infos que l'on a, c'est qu'on n'a pas de montant particulier. On nous parle de 30 millions d'euros, 35 millions d'euros, on ne sait pas trop. Moi, par rapport à ce dossier, je vais être clair. Igor Peixao, c'est la priorité de l'Olympique de Marseille. Ils veulent le faire. Maintenant, ils ne feront pas n'importe quoi sur ce dossier-là. Je suis plutôt, moi, contre l'idée de dire qu'on perd du temps sur ce dossier. Non, au contraire, je pense qu'il faut qu'on travaille encore une fois sur ce dossier, parce que si c'est la priorité de tout le monde et que c'est le joueur qui fait l'unanimité entre Roberto De Zerbi, Mehdi Benassia, on va même inclure Giovanni Rossi et Pablo Longoria, je pense qu'il faut, il faut tout faire pour le faire signer. Maintenant, tout faire ne veut pas dire surpayer. Et effectivement, je pense qu'il y a une limite qu'on franchira pas. Et donc, il faut aller jusqu'au bout. Donc, il faut essayer de négocier le plus possible. Ça n'empêche pas l'Olympique de Marseille de travailler sur d'autres pistes. J'en ai déjà parlé. Notamment, l'OM a activé... alors, je reprends déjà d'ailleurs un truc parce que j'ai vu passer des tweets qui ont un peu déformé mes propos, notamment par rapport à la piste à Amin Adli. Non, ce n'est pas le plan B. Il fait partie d'une liste de joueurs qui intéressent l'Olympique de Marseille sur le poste d'ailier gauche. Mais comme par exemple Armand Lorienté, le joueur de Sassuolo, fait partie aussi de cette liste. Donc, je ne sais pas qui est vraiment le plan B, le plan C, etc. Je sais juste simplement que du côté de l'Olympique de Marseille, il y a plusieurs possibilités pour... au cas où le dossier Peixao ne va pas au bout. Voilà. Donc la précision est importante parce qu'il ne faut pas non plus déformer certains propos. Donc, tout ça pour dire que voilà, je pense qu'il faut qu'on continue à négocier le dossier Peixao. Maintenant, si du côté de l'Olympique de Marseille, on commence à se dire, bon, mais voilà, de toute façon, là, on ne pourra pas aller plus haut et on voit que
Feyenoord, de toute façon, ne veut pas nous vendre le joueur. Et que le joueur, lui, au bout d'un moment, ne fait pas non plus un pressing pour venir à l'Olympique de Marseille. Voilà, sans une volonté féroce du joueur de venir, il n'y aura pas de transfert. Donc voilà. Maintenant, encore une fois, enlevez-vous de l'idée que l'OM ne travaille que sur Peshao. Il y a d'autres dossiers. Ça continue à négocier. Et puis on verra. Voilà, on verra ce qui se passe. Peut-être que d'ici donc la fin du week-end et demain, on aura d'autres nouvelles. Et puis on vous les relaiera de toute façon demain dans la tribune libre. Mais en tout cas, voilà, mon avis par rapport au dossier Peshao. Je pense que tant qu'on peut négocier ce dossier, il faut le faire. Et puis surtout, là, à l'instant T, il n'y a pas forcément de pistes qui nous sont passées sous le nez parce qu'on a trop attendu avec Peshao. Voilà, quand on regarde les ailiers gauches, il y avait un petit intérêt pour Adingra, mais par exemple, c'était pas non plus une option prioritaire. Et puis il est parti assez cher, hein, Simon Adingra. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut simplement continuer à négocier sur ce dossier. On va enchaîner et on va finir avec un nom qui est apparu hier soir, très tard. C'est ce jour-là. Pardon, je vous le mets à l'écran. Hop. Ce jour-là, Wallace Yann, jeune joueur brésilien du côté de Flamengo. C'est le journaliste brésilien Rollo Miguel Neto qui nous indique donc que l'Olympique de Marseille s'intéresse à Wallace Yann, l'attaquant. Voilà, l'attaquant. Alors, je vous avoue, je ne connais pas. Simplement, j'ai vu passer, et je vous le montrerai à l'écran, qu'il a plutôt bien performé lors de la Coupe du Monde des clubs. Hein. Il est dans le viseur donc, de l'Olympique de Marseille. Il est surveillé donc de près par l'Olympique de Marseille, qui envisage désormais de formuler une offre à Flamengo. Rien d'officiel à l'instant T. Mais il y a de l'intérêt et il y a Wolverhampton, en gros, qui est aussi sur le dossier. Bon, alors, évidemment, ça peut être un jeu d'agent. Il faut prendre sans doute des petites pincettes avec ce dossier. Mais malgré tout, voilà, il faut quand même regarder ça. Donc voilà, Wallace Yann. Là, ça affiche Transfermarkt, tout simplement pour vous montrer une chose. Bon, c'est un joueur qui a un contrat jusqu'en décembre 2027. Mais surtout, il commence, hein, voilà, parce qu'il a 20 ans, donc il commence sa carrière véritablement du côté de Flamengo. Avant, il était dans les équipes de jeunes, on le voit encore cette saison, il a fait des matchs en équipe de jeunes. Il a un ratio quand même, but-passe D très intéressant en 25 matchs. Donc, dans les 25 matchs, il y a du championnat brésilien, du mondial des clubs, de la Copa Libertadores. Voilà, vous voyez de toute façon voilà, le détail. On est sur 8 buts, 4 passes D en 817 minutes. Donc c'est plutôt pas mal. On est sur un joueur plutôt fougueux quand même, hein, parce qu'on a quand même 5 cartons jaunes en 817 minutes. Donc il va falloir sans doute un petit peu se contrôler. Bon, on voit, voilà, c'est un attaquant qui peut jouer aussi derrière un attaquant et qui peut jouer aussi un petit peu côté gauche. Ses stats du côté de Flamengo sont quand même plutôt flatteuses. Et comme je vous disais, voilà, du côté du mondial des clubs, il a été buteur contre Chelsea et contre Los Angeles pour des temps de jeu très réduits. À chaque fois, il rentrait et il a marqué. Alors je vous avoue, j'ai pas vu le joueur. J'essaierai de regarder un petit peu, voilà, d'ici demain soir, un petit peu ce qu'il a fait comme rentrée pour voir un peu le style de jeu. Je me renseigne aussi du côté notamment de mes amis Pierre Gerbeau et Dominique Balive pour avoir un peu plus d'infos sur le joueur. Donc voilà, j'espère que j'en aurai d'ici demain soir. Mais voilà, bon, écoutez, après c'est un joueur qui continue à jouer. Là, par exemple, il a participé dernièrement au dernier match de championnat de Brésil avec Flamengo. Il est rentré, il a fait une passe D. Il avait marqué contre Sao Paulo. Il avait fait une passe D contre Palmeiras. Toujours pareil en rentrant. Voilà, donc c'est un impact player, on a l'impression, en tout cas, comme ça, à première vue. Mais en tout cas, il fait des stats. Et c'est plutôt intéressant. Après, c'est un très jeune joueur. Il faut voir aussi quel serait le montant demandé par Flamengo. Mais voilà, en tout cas, on va suivre ce dossier parce que, bon, écoutez,
pourquoi pas, hein, on sait qu'on a des besoins, même si voilà, on a recruté Pierre-Emerick Aubameyang, mais là on est sur un jeune joueur, donc on n'est pas sur le même projet, évidemment. Ça ne me dérange pas de recruter un jeune joueur si ça prend pas non plus une trop grosse, on va dire, part en transfert. Alors on connaît la gourmandise des clubs brésiliens, donc on va se méfier par rapport à ça. Mais sinon, voilà, sur le principe, je trouve que ça pourrait être intéressant. Je vais essayer de regarder un petit peu le joueur, voir un petit peu ce que ça vaut. Et puis, pour ceux qui le connaissent, qui l'ont vu peut-être au Mondial des clubs, pour ceux qui ont regardé cette compétition absolument magnifique, ben, n'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous pensez du joueur. Et puis voilà, on essaiera demain de vous en dire davantage. Je vous souhaite en tout cas un bon dimanche. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, d'ailleurs, n'oubliez pas, je vous le mets à l'écran aussi, d'aller regarder, hop, ce soir c'est à 20h, là, le 3e épisode du documentaire Sans jamais rien lâcher. Un épisode voilà, qui va revenir notamment sur la défaite à domicile contre Auxerre et donc un petit peu le discours de Roberto De Zerbi, mais que le groupe va réagir, le stage à Malmort. Et là-bas, il est question de cohésion d'identité. Donc, c'est vrai que ce stage à Malmort, ça a été quelque chose d'intéressant, un vrai événement. Donc, on va voir un petit peu si on y découvre notamment des images intéressantes. Parce que c'est surtout ça, ce documentaire, ce que l'on veut qu'il puisse nous apporter, c'est vraiment d'avoir des éléments supplémentaires par rapport à ça. Donc écoutez, on va voir. Et puis, je suis en train de regarder en même temps que je finis cette vidéo. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est tombé entre-temps et je crois qu'il y a un petit teasing, voilà, justement, de ce stage, enfin de ce 3e épisode qui est sorti là. Donc, je vous laisserai regarder ça. Il vient de sortir à l'instant et écoutez, ça a l'air intéressant. Voilà, ça a l'air intéressant. Donc je vous laisse sur ça. Il y a un autre voilà, petit teasing que celui-là qui passe à l'écran, qui vient de sortir. Je ne sais pas si je peux vous le montrer en réalité, donc c'est pour ça que je vous montre rien pour le moment. Mais voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis, du coup, bon week-end, bonne fin de week-end en tout cas à tout le monde. Bonne reprise pour ceux qui travaillent, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis on se donne rendez-vous demain soir avec Alex pour la tribune libre à 21h15. Et puis on se dit allez l'OM. Allez, ciao tout le monde.